Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, je vais commenter aujourd'hui les résultats, pas les résultats, mais l'annonce aujourd'hui faite sur Alstom. Donc, l'entreprise qui perd en date d'aujourd'hui 36% en termes de capitalisation boursière, pas en termes de valeur. Donc, on fait toujours la différence entre la valeur ici et la capitalisation boursière. OK? Donc, moins 36%. Alors, avant de commencer, je vous encourage à aller regarder toutes les vidéos que j'ai faites sur Alstom, de la première à la dernière. Il y a une chose qui reste la même, c'est, voilà, c'est pas une entreprise, c'est une entreprise correcte en pleine restructuration. Et vous savez une chose, en pleine restructuration, le management doit être qualitatif et le management doit livrer la marchandise. Ils doivent faire ce qu'ils ont dit. OK? Et je pense que sur l'une des vidéos, soit sur celle-ci ou celle-là, je ne me rappelle pas bien, je vous avais mentionné que c'est surtout le management ici doit livrer la marchandise. Et il ne faut pas être surpris s'il y a entre-temps ici, il y a des mauvaises nouvelles en chemin. Ça fait partie du game. Donc si Alstom vous intéresse, d'accord, sachez que ça prend en compte énormément de guesstimations. Ils ont déjà eu à avoir par le passé des marges de 5%. Je ne sais pas s'ils vont en avoir dans le futur. Mais pour le moment, Alstom n'a pas de free cash flow. Et Alstom n'a pas de free cash flow et Alstom se permet de payer un dividende. OK? Donc on peut voir ici Alstom payer un dividende. Je pense que ce dividende a consommé à peu près 80 millions. Vous pensez qu'ils allaient payer le dividende avec quoi? Le dividende ici, ils le payent avec le cash qu'ils ont dans les comptes, qu'ils ont au niveau de la trésorerie en date d'aujourd'hui. Et ce n'est pas une bonne chose. OK? Donc ça déjà, c'était une mauvaise information. Et je sais une chose, c'est que c'est un genre de business. Si on est en plein turnaround, il faut absolument tout économiser. OK? Même le 80 millions en question, il faut l'économiser. OK? Donc, la condition, c'est quoi? Si Alstom nous intéresse, déjà, réduire le dividende, ça serait d'abord une bonne information. Réduire ou couper totalement le dividende, ça serait déjà une bonne information. OK? Oui, elle a un business qui semble être intéressant, situé ici sur des big trends comme la décarbonation, etc. Mais ça demande également de l'argent, ça demande également une dépense ici budgétaire. Donc, à la fin de la journée, c'est vraiment des choses ici imprévisibles. Et ça dépend également de l'aval des gouvernants. Et si on est en période difficile, ça peut être compliqué. OK? So, aujourd'hui, je vais commenter cet article-ci. OK? Donc, on dit ceci. Le ras-le-bol des analystes financiers et de la bourse en général au problème sans fin de génération de trésorerie fait chuter le constructeur de trains de près de 40% sur le CAC 40. Un plongeon quasiment historique pour prendre en compte le risque d'une augmentation de capital. Alstom est un habitué des alertes sur son free cash flow. Donc, un problème apparemment sans fin se lamente chez Deutsche Bank. Le constructeur de trains, métro, tramway et bus électriques qui prévoyait jusque-là une génération de trésorerie significative a prévenu hier soir que celle-ci serait finalement négative à hauteur de 500 à 750 millions d'euros pour l'exercice 2023-2024 qui s'achèvera à la fin mars. Sur le seul premier semestre, le free cash flow devrait ressortir négatif de l'ordre de 1 milliard 150 millions, donc moins 190 millions ici attendus sur le marché. Donc le marché attendait un free cash flow négatif de 190 millions. On aura plutôt 1 milliard 150. D'après les chiffres préliminaires communiqués par l'équipementier ferroviaire qui fournit également des feux de signalisation et propose des services de maintenance-réparation. Donc, comme je l'avais dit ici, c'est surtout ce segment de maintenance-réparation qui m'intéressait. Je pense également que le segment feu de signalisation devait être vendu, quelque chose comme ça, mais ça margeait également haut. Donc, les comptes complets à la fin de septembre seront publiés dans un peu plus d'un mois, donc le 15 novembre. Donc, la production est montée en cadence chez Alstom, qui doit honorer l'important carnet de commandes des 2 dernières années. Et je me rappelle que sur une vidéo, quelqu'un m'avait mentionné que oui, mais ils ont un gros carnet de commandes, etc. Je lui avais mentionné que le carnet de commandes ne veut rien dire du tout. Ok, ça ne veut strictement rien dire avoir un gros carnet de commandes. Il faut regarder ici, quand on a un carnet de commandes, on prend l'engagement de livrer un quelconque produit. D'accord? Entre-temps, si on a une variation des coûts de production, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va ajuster la commande, le prix,
histoire de toujours histoire de maintenir nos marges. Donc, il faut déjà regarder les spécificités même de ces contrats-là ou bien de ces commandes-là. Ok, donc avoir un gros carnet de commandes, ça veut rien dire du tout. Et on sait déjà ici que le carnet de commandes venant de Bombardier, il y avait beaucoup d'éléments. Il y avait Bombardier a soumissionné ils ont soumissionné pour des projets ici où ils étaient moins 10 ans. Techniquement, en fait, ces projets-là sont à perte, littéralement, on va le dire comme ça. Ok, ils sont littéralement à perte. Ok, tout ceci pour gonfler le carnet de commandes. Or, maintenant, ils sont obligés de livrer la marchandise. Ok, or, en raison des tensions sur la chaîne d'approvisionnement, les coûts de production ont augmenté de manière significative, explique la direction. Mais c'est normal. C'est quelque chose. Est-ce que c'est imprévu? Est-ce que c'est quelque chose qui n'était pas visible? Et pour éviter les pénuries et les retards de livraison, les stocks ont été fortement gonflés, justifie l'industriel, qui explique aussi la génération de trésorerie négative par le retard d'un projet au Royaume-Uni, dont un train de banlieue, le train de banlieue Aventra, et des nouvelles commandes plus faibles que prévues reportées sur le second semestre. Ça, c'est ce qu'ils disent. Ok, donc la dette en catégorie spéculative, donc ça c'est une question. Ce nouvel avertissement est un coup dur pour la crédibilité de la direction, estime Gaël Debré chez Deutsche Bank. Nous réduisons nos estimations de bénéfices par action de 8% en moyenne sur 2023-2025 et prévoyons que le groupe terminera l'exercice 2023-2024 avec une dette nette de 3 milliards d'euros, soit environ 1 milliard d'euros de plus qu'anticipé précédemment. L'analyste financier qui abaisse de plus de 20% son objectif de cours sur Alstom en bourse de 30 euros à 23 euros quand même, hein, il était à 30 euros. Quoique 30 euros, c'est la fourchette ici haute. Si on respecte à peu près la génération de free cash flow, à savoir 5% ici de free cash flow d'ici 2025, c'était un projet. La stratégie de, je pense, Vision, je ne sais pas comment ça s'appelait encore, entre 2019 et 2025 ici, il s'attendait à peu près au courant de 2025 à générer près de 5% ici de free cash flow. Il y a de grandes chances que ça n'arrive pas. Et si c'est le cas, toute la thèse d'investissement va à la poubelle, littéralement. OK? Donc, elle prévient aussi la cotation d'investment grade du groupe du groupe semble désormais menacée, donc une augmentation du capital devenant de plus en plus probable. Donc en fait, la dette va passer la dette va être considérée comme spéculative. Donc ici c'est le cas maintenant. Les taux d'intérêt qu'elle va forcément recevoir, si elle doit refinancer, si elle arrive d'abord à refinancer d'ailleurs, vont forcément être élevés. Donc elle va peut-être lever du capital ici. Donc, en mai, l'agence de notation avait abaissé la note du crédit du groupe d'un cran à Baa3, soit la dernière note de la catégorie investissement qui regroupe les émissions de dette jugées sans risque. Donc, Alstom, incotable pendant pratiquement une heure, plonge de 40% sur le CAC 40 à 13,30 €, au plus bas depuis 2005. Donc, l'entreprise n'a jamais autant chuté en bourse, si ce n'est en 2003 quand elle était proche du dépôt de bilan. Barclays a eu le nez creux quand il y a 3 semaines, elle mettait en garde contre le risque d'une chute de 30% et entamait le suivi d'analyse sur Alstom avec un conseil de sous-pondéré, s'inquiétant de la génération de trésorerie, de la dette et du niveau de nouvelles commandes dans une activité somme toute cyclique, pas immunisée contre les contraintes budgétaires malgré la volonté politique du monde de se décarboner. Alors, sur l'estimation des analystes, le prix n'est pas important. J'aime souvent le mentionner. C'est pas parce que l'analyse va vous dire que c'est 20, on s'attend à 20 euros, 30 euros. Pourquoi? En fonction de quoi? Quel est le calcul utilisé? Quels sont les arguments derrière? C'est ça qui est important en fait. Comme je l'ai toujours mentionné. Très souvent, on va souvent rechercher ici le prix le plus élevé. Oh, c'est moins cher parce qu'il y a l'analyse de Barclays, de Goldman Sachs, etc. Ils changent d'avis. Si c'est moins cher, s'ils sont optimistes, pourquoi? Quels sont les éléments qu'ils ont utilisés derrière? Si vous allez vous rendre compte qu'ici, l'analyse prend 50 fois les bénéfices et vous dit que non, l'entreprise est sous-évaluée parce qu'elle devrait s'échanger à 50 fois les bénéfices d'ici 2025, quand vous-même, vous pensez que 50 fois les bénéfices, c'est normal? Sérieusement, je ne dis pas que c'est le cas ici, je prends un exemple. Vous pensez que c'est normal? Donc, s'il vous plaît, les prix, les objectifs des analystes, ça ne veut rien dire du tout. Ça veut juste dire qu'on est optimiste, point. L'objectif de prix ne veut rien dire du tout. L'objectif de prix, c'est vous qui devez le fixer par rapport à vos propres calculs, pas par rapport au calcul de quelqu'un d'autre. D'accord? Vos propres calculs, vos propres arguments basés sur vos propres compréhensions du business. Sinon, vous êtes en train de spéculer.
Et quand vous prenez également l'estimation des analystes ici, ce que j'ai souvent la tendance à faire par rapport aux marges du bénéfice net, etc., il faut vérifier s'ils ont tendance à avoir raison, s'ils ont eu tendance à avoir raison dans le passé. C'est pour ça que j'aime bien l'outil Fastgraphs ici, malgré son prix. Je pense que c'est près de 60 dollars ici, ce truc-ci, par mois. 60 euros, je pense que c'est 58 dollars, un truc comme ça. Bref, euh, les analystes sont généralement tort. D'accord? Regardez ceci. 58% du temps, ils ont tort. C'est une période de 2 ans. Donc, quand moi, je vois ça et qu'on me dit ici que d'ici 2026, il y a de grandes chances qu'on ait 2,71 €, je ne suis pas très optimiste. Et quand vous regardez également ici, les analystes sont souvent généralement tort. La plupart du temps, ils ont eu raison entre 2018 et 2020 uniquement. Avant cette période-là, 4 ans en arrière, entre 2014 et 2017, rien du tout. Entre 2021 et 2023, rien du tout. D'accord? Si on prend sur une période de 2 ans ici, 2017-2020, ça va. Mais entre 2021 et 2023, rien du tout. 2023 ici, parce que son année fiscale se termine en mars. OK? Donc, ce qui veut dire ici que celui qui veut être investi sur Alstom doit déjà savoir que les prévisions ne valent presque pas grand-chose. Et encore, ça c'est par rapport aux bénéfices nets ajustés. Derrière ça, il faut parler des free cash flow qu'on n'a presque jamais eu. D'accord? On n'a presque jamais eu les free cash flow. C'est avec les free cash flow qu'on paye le dividende, c'est avec les free cash flow qu'on repaye la dette. Et quand vous remarquez ça ici, vous pensez vraiment qu'une entreprise qui est en pleine turnaround, qui n'a pas de free cash flow, se retrouve à vous payer un dividende. Et le management maintient cela. Il y a parfois des éléments qui sont totalement visibles ici. Posez-vous des questions par rapport au management parfois. 80 millions, c'est peut-être que rien ici, mais pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Si moi, je pense que l'entreprise ici est en pleine restructuration, d'accord, je veux avoir tendance à économiser énormément parce que l'avenir est toujours incertain. Toujours. En payant des dividendes pareils, je monte, je veux, c'est vrai que je vais envoyer au marché une information positive, ça veut dire qu'on est confiant par rapport au futur, mais c'est une fausse bonne information. OK? Fausse bonne information. Je ne regarde même pas la taille, parce que la taille, c'est pas ça qui m'intéresse, et surtout, même si c'est 10 millions de dollars qu'on doit dépenser, c'est 10 millions de dollars qu'on va prendre dans la trésorerie, et non par rapport à la génération de free cash flow. Donc déjà dès le début, Alstom, ce n'est pas une entité, quand bien même vous allez y investir, ce n'est pas quelque chose qui doit avoir plus d'1% de vos capital. Je ne sais pas combien est-ce que vous êtes, combien est-ce que vous avez mis en moyenne sur Alstom ici, mais c'est sûrement pas plus d'1%. Ça ne peut pas dépasser 1% du capital de qui que ce soit, parce que ça reste extrêmement spéculatif. Et ça, on est juste au niveau des chiffres. Parce que quand on va aller regarder le business en lui-même, oui, il a du sens. Mais posez-vous les questions, comment est-ce qu'une entreprise qui est leader dans son activité se retrouve à ne pas avoir des marges assez consistantes dans le temps? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? OK? C'est quoi le problème? Donc, ici, je termine juste ce truc-ci. Voilà, donc l'analyste Vladimir machin, qui suit le dossier pour la banque britannique, ironise ce matin dans une note envoyée aux clients après la réunion téléphonique qui s'est tenue avec la direction du groupe en l'absence notable du PDG Henri Poupart-Lafarge. L'objectif de rentabilité est confirmé, marge d'exploitation ajustée de 6% pour l'exercice. Seul le free cash flow est inférieur de 1 milliard. C'est un connard, lui. C'est pas possible. L'objectif de marge d'exploitation reste en 6%, le free cash flow moins d'1 milliard. Ça veut dire ici qu'il va falloir trouver 1 milliard ici pour éponger à peu près la dépense en capital. OK? Ils ont combien dans les caisses? On va regarder ça ici. Alstom, on va regarder ça en cash and short-term investment. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà. On prend ça. On le met ici. 826 millions. Donc, si on a un free cash flow de moins d'1 milliard ici, ça veut dire que il va falloir trouver ici 200 millions de plus. Soit lever de la dette, soit ici prendre émettre de nouvelles actions. L'évaluation même de Alstom, si on devait faire une évaluation ici, je pense que on avait regardé ici, si on prend à peu près le secteur de la machinerie, en prenant en considération le calcul valeur d'entreprise ici sur le revenu, price to sale, enfin, si on prend le price to sale, en moyenne, ici, on va trouver quelque chose en dessous de 0,8, donc, enfin, 0,8, aux alentours de 8 fois les revenus. Ça va osciller entre 8 et 10 fois les revenus. Excusez-moi,
entre 0,8, donc 80%, entre 0,8 et 1 fois les revenus. OK? Premier élément. Deuxième élément également, vous pouvez prendre en considération la valeur d'entreprise sur EBITDA. Et vous voyez ici que le marché ne paye pas plus de 7 à 8 fois les EBITDA ici. En moyenne, pour tout le secteur de la machinerie ici, depuis 2017. D'accord? Donc, si on prend la moyenne sur 2017 ici, d'accord, et qu'on l'applique à Alstom, on va à peu près trouver un prix aux alentours d'une vingtaine d'euros par là. OK? Donc, à 20 euros, 23 euros, c'est déjà correct. Maintenant, Alstom vous dit ici que je vais livrer la marchandise d'ici 2026. OK? D'ici 2026, en termes de bénéfices net ajustés, on s'attend à peu près à du 2,71 euros. Vu qu'on n'a jamais eu de free cash flow ni quoi que ce soit, il faut déjà le prendre ici avec très peu d'optimisme. D'accord? En prenant en considération 10 fois les bénéfices. Donc, OK, peut-être 27 euros, ça se réalise. Mais il y a près de 60% de chances que ça ne se réalise pas. Donc, il faut faire également attention ici. Donc, pour moi, Alstom, ce n'est pas une entreprise qui devrait vous intéresser. Comme je l'avais mentionné tantôt sur une vidéo, intéressez-vous à autre chose ici. On ne veut pas d'entreprises qui n'ont pas de free cash flow. OK? Pas de free cash flow, ça ne sert strictement à rien. Regardez ceci. Ça, ce sont les free cash flow cumulés sur les 20 dernières années. Alstom a perdu 2 milliards 400. Pas en moyenne. La totalité des 20 dernières années, elle a perdu 2 milliards 400. Quand on prend tous les free cash flow qu'elle a générés, elle est en perte de 2 milliards 400 sur les 20 dernières années. D'accord? Et en termes de dividendes, cash dividende, je prends ça ici. Dividende ici. Dividende, où est-ce qu'on a ça? Dividende. OK. On va prendre ça. Common dividend pay ici. On va le mettre ici en yearly. Je vais additionner tout. D'accord? Tout ce qu'elle a payé ici en dividende. Elle a payé près de 3 milliards en dividendes. Sur la même période, sur 20 ans, elle a payé 3 milliards en dividendes. Elle a eu une perte en free cash flow de 2 milliards 430. Vous pensez qu'elle a payé le dividende comment? Il n'y a pas eu de génération de free cash flow sur 20 ans. Elle a fait moins 2 milliards 400 et pourtant elle a réussi à payer 3 milliards 200 pour le dividende. Comment? Dette, émission de dette et émission d'action. Sur les 10 dernières années, même chose. On gaspille 1 milliard 700 en dividendes alors qu'on est en perte de 4 milliards 200 en termes de free cash flow. Sur les 5 dernières années, même chose. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce type d'entreprise-là? On doit faire confiance au management, au fait qu'elle soit leader sur son activité. Comment est-ce que vous pouvez être leader sur une activité sur laquelle vous n'avez pas de grosse marge ou vous ne gagnez pas de l'argent de manière stable et croissante dans le temps? On parle de la machinerie. Qu'est-ce qu'elle fait d'exceptionnel au niveau de la machinerie ici? Je connais d'autres entreprises dans le même secteur de la machinerie ici qui gagnent de l'argent. Elle gagne de l'argent. D'accord? Donc, est-ce qu'on doit aller investir sur Alstom parce que c'est Alstom? Même les entreprises comme Konecranes gagnent de l'argent. C'est de la machinerie, mais elles gagnent de l'argent. Elles gagnent de l'argent ici. OK? Il y a des free cash flow. Même si ce n'est pas si beau à voir, mais voilà, c'est quand même mieux que du Alstom. OK? Donc, nous arrivons à une période où, les amis, c'est très important de générer des free cash flow. S'il n'y a pas de free cash flow, à la poubelle. On n'est pas là pour réfléchir que vous êtes leader, vous étiez leader ou bien je ne sais pas quoi. Ça ne veut rien dire du tout présentement. L'argent, cash, c'est tout. OK? Parce que la première règle ici est de protéger votre capital. Et vous devez investir votre argent sur des entités qui vous permettent à peu près de pouvoir au moins récupérer votre capital par rapport à votre prix d'acquisition ici. Est-ce que je veux dire que Alstom est surévalué ni quoi que ce soit? Je continue à penser qu'une vingtaine d'euros ici, ça restait à peu près intéressant ici. Mais ça venait également avec beaucoup de... Ça vient également avec beaucoup de maux de tête. OK? Donc, ça vient avec beaucoup de maux de tête. C'est pas qu'Alstom ne peut pas être rentable ici, mais ça, c'est une période assez difficile. C'est clairement pas, comme je dis, c'est pas le genre d'entreprise qui devrait vous intéresser chez Top Invest. Et si vous êtes intéressé à Alstom présentement ici aujourd'hui, ça reste ultra spéculatif. Aux alentours de 13 euros ici, il y a de grandes chances. Voilà. Tout va dépendre de la génération de free cash flow. OK? Donc, je ne suis pas en train de vous dire que ouais, l'entreprise ici va faire faillite ni quoi que ce soit. Non, il n'y a pas de... En tout cas, c'est pour le moment, c'est pas beau à voir ce qu'on a présentement. OK? Donc, allez-y regarder ailleurs si vous voulez investir. Si vous avez de l'argent, si vous voulez accumuler ou quoi que ce soit, essayez d'abord de faire le tour du marché. Privilégiez les entités qui ont tendance à gagner de l'argent. Je veux d'abord que l'entreprise coupe le dividende ici. Ça serait la première bonne nouvelle.
Une fois que c'est coupé, là, on peut commencer peut-être à réfléchir. Et ça, c'est, voilà, depuis plusieurs mois ici qu'il faut le faire. OK? Bref, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Vous pouvez également avoir le service Top Demande où vous pouvez demander ici des analyses quantitatives comme celle-ci. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.